Bonsoir à toutes et à tous, très heureuse de vous retrouver en ce lundi 29 avril à l'occasion de votre journal. Tout de suite, le sommaire. Coup de projecteur sur l'action de l'Office de la médecine du travail à Monaco. Elle a réalisé en 2023 plus de 28 000 visites médicales et garantit la sécurité et la santé en entreprise. Pascale Palanca, sa directrice, sera notre invitée. Nous vous emmènerons ensuite aux côtés d'habitants italiens et monégasques qui ont réalisé hier une marche solidaire. Ils ont rallié Dolce Acqua à la principauté et vous le verrez, le prince Albert II est venu leur apporter tout son soutien. Envie de se régaler en toute éco-responsabilité, c'est ce que permet le label Écotable. Il propose en effet des établissements avec une restauration plus durable à côté de chez vous. La cofondatrice du label, Fanny Gianzetto, nous en dira plus sur les critères à remplir pour les restaurateurs. Et nous finirons ce journal en musique avec le dernier concert de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo. C'était hier soir et un duo inédit s'est produit sur la scène de l'Auditorium Régnier 3 pour le plus grand plaisir des spectateurs. Le bien-être est devenu depuis de nombreuses années une priorité pour les entreprises et la santé physique et mentale est l'une des clés pour travailler dans de bonnes conditions. Hier avait lieu la Journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail, l'occasion pour nous de nous intéresser à l'Office de la médecine du travail à Monaco et de connaître tout son champ d'action. Pascale Palanca, sa directrice, est notre invitée. Bonsoir. Bonsoir Julia. Quel rôle central joue finalement l'Office de la médecine du travail en principauté? L'Office de la médecine du travail, l'OMT, c'est vraiment le service qui assure le suivi santé-travail des fonctionnaires, agents de l'État et des salariés. Il assure sa mission par le biais des visites médicales. Et l'objectif, c'est d'éviter toute altération de la santé, de l'état de santé du salarié. Mais il est aussi le conseil de l'employeur et du salarié, parce que les médecins et l'équipe va sur les postes de travail ou sur les sites de travail, sur les chantiers, pour évaluer les risques et travailler ensemble sur les conditions de travail. L'OMT a d'ailleurs réalisé en 2023 plus de 28 000 visites médicales. Parlez-nous un petit peu de l'équipe, de toute l'équipe qui les réalise. L'équipe, dans sa globalité, c'est plus de 46 personnes. Et en fait, c'est 17 médecins du travail accompagnés d'une auxiliaire. Je pense que tout le monde connaît un petit peu dans les salariés ou les employeurs le fonctionnement. Il y a cette visite où on rencontre d'abord l'auxiliaire qui fait des premiers examens et met à jour le dossier administratif. Et après, il y a l'échange avec le médecin du travail. Et qui renvoie aussi sur des examens complémentaires à réaliser en fonction des risques auxquels sont exposés les salariés. Ça peut être des mesures de bruit quand on travaille dans un environnement bruyant, ça peut être... De toute manière, il y a toujours le visiotest, il y a tout un ensemble d'examens complémentaires. Ça, c'est vraiment l'équipe médicale, sachant qu'aujourd'hui, nous avons aussi des infirmières santé-travail qui ont été formées, qui peuvent réaliser des entretiens infirmiers en complément des visites réalisées par les médecins. Et ces infirmières, elles font aussi les examens complémentaires. Et à côté du pôle médical, nous avons vraiment le pôle prévention et les préventeurs qui se rendent à la demande du médecin du travail, avec lui ou seul, sur les sites de travail, les chantiers, dans les locaux de travail, pour faire différents types d'examens, mesures de bruit, mesures de lumière, mesures d'empoussièrement. Enfin, il y a toute une série d'examens. Il participe aussi au comité d'hygiène sécurité dans les entreprises, au CI2SCT dans les chantiers. Vous parliez des examens complémentaires qui sont réalisés en fonction des métiers et des potentiels risques qu'ils comportent. Quels sont peut-être les secteurs, les métiers sur lesquels votre attention est encore plus vive? Alors, plus que des métiers, notre loi sur l'Office de la médecine du travail parle de postes à risque. En définissant les postes à risque comme étant les postes qui exposent à certains agents biologiques, chimiques, bactériologiques ou avec des contraintes particulières. Ça va être les métiers hyperbares, tout ce qui est travail en hauteur, les ports d'armes, les agents IGH, tout ce qui est conduite de véhicules. Donc on va définir vraiment quels sont les postes à risque. Donc après qu'on va retrouver dans différents secteurs.
le bâtiment, l'industrie. Et fonction de l'exposition au risque, le salarié va avoir un suivi médical particulier, notamment avec une visite d'embauche quand on est sur un poste à risque, qui est préalable à l'embauche. Alors que quand on est sur un poste qui n'est pas à risque, on remplit un questionnaire et la visite se fait un petit peu plus au fil de la réalisation du travail, dans un délai qui, fonction des postes, se fait dans les 6 mois ou peut se faire dans les 3 ans. Donc c'est vraiment par rapport au poste à risque qu'on appréhende le suivi. Vous nous avez parlé également rapidement de ce rôle de conseil en termes de sécurité et de prévention. Vraiment, le but, je voudrais qu'on le rappelle, c'est toujours de favoriser la santé et le bien-être global sur les lieux de travail. C'est ça la priorité. Oui, vraiment, la médecine du travail, c'est une médecine préventive. On ne réalise pas de soins. L'objectif, c'est vraiment de connaître, les médecins du travail doivent connaître les lieux de travail pour pouvoir donner des conseils aux employeurs et aux salariés en fonction de l'exposition. Et donc, du coup, il y a cette présence sur le lieu de travail qui est complémentaire et indispensable par rapport à la visite. Je pense aussi à la santé mentale qui est de plus en plus abordée au sein même du travail. Est-ce que vous y êtes confrontés aussi ? Oui, bien sûr. Nous, alors, la loi, elle dit bien que l'objectif de l'OMT, c'est de prévenir l'altération de la santé, aussi bien physique que mentale. Les médecins y sont confrontés. Aujourd'hui, les risques RPS sont grandissants par les conditions de travail. Il y a du stress, il y a une certaine productivité qui est demandée. Après, voilà, l'objectif, c'est d'adapter, de former les salariés, d'avoir une organisation du travail qui permette que ça se passe dans de bonnes conditions. Eh bien, merci beaucoup à vous, Pascale Palanca, d'avoir été présente sur Monaco Info pour nous parler de toute l'action de l'Office de la médecine du travail en Principauté. Merci à vous. Dans le cadre du jumelage entre Monaco et Dolce Acqua, de nombreux événements sont régulièrement organisés entre les deux communes. Et ce dimanche 28 avril a été marqué par une nouvelle mobilisation, une marche solidaire entre la commune italienne et la Principauté. L'une de nos équipes a suivi justement les participants. Reportage Justin Adel et Camille Caloni. Ils en sont à 30 km pour plus de 7 heures de marche. Et pourtant, les sourires sont encore sur les visages. Le temps est avec eux. À leur arrivée à la gare de Roquebrune-Cap-Martin, c'est un groupe d'amis que nous rencontrons, à l'image de l'union entre Dolce Acqua et Monaco. Et on s'est dit que pour marcher un peu dans les traces de nos anciens, il fallait faire ce chemin à pied, comme avaient fait les Doria et les Grimaldi dans un sens et dans l'autre. Et donc l'année dernière, on a fait une première marche qui a été coupée en 2 fois jusqu'au palais des Grimaldi à Carnolès et ensuite Dolce Acqua par la montagne. Et cette année, on s'est dit non, on va le faire d'un coup de Dolce Acqua à Monaco. Et cette fois-ci, on est passé par le bord de mer, ce qui est aussi très sympathique. Pendant leur trajet, le groupe est rejoint par son Altesse Sérénissime le Prince Albert II de Monaco. Ils sont aussi encadrés par la sécurité civile de Dolce Acqua qui assure le ravitaillement tout au long de leur périple. Ci ha sostenuto, ci ha preparato da mangiare, ci ha dato l'acqua lungo il percorso, quindi è un supporto importante che abbiamo. Noi sono tutti volontari a Dolce Acqua, si occupano di incendi boschivi, di alluvioni, quindi è un gruppo veramente importante e ci aiuta anche in queste situazioni, se vogliamo, ludiche per giocare, ma sono anche importanti come sostegno morale. Après 8 heures de marche, plusieurs dizaines de kilomètres, le groupe d'une quinzaine de personnes arrive en Principauté. De la rampe Major, ils arrivent devant le palais et rejoignent la mairie de Monaco. Là-bas, la boucle est enfin bouclée, car oui, le matin même, ils étaient partis de la mairie de Dolce Acqua. C'est donc une nouvelle action qui a permis à ces deux communes de montrer les liens forts qui les unissent. Un mot de football pour poursuivre ce journal avec le match qui opposait l'Olympique lyonnais à l'AS Monaco ce dimanche. Dans le cadre de la 31e journée de Ligue 1, il n'aura fallu que 22 secondes au Monégasque pour inscrire le premier des nombreux buts dans cette rencontre très relevée. Wissam Ben Yedder ira même jusqu'à s'offrir un doublé qui lui permet désormais de comptabiliser 115 réalisations sous le maillot rouge et blanc. Il rejoint ainsi Lucien Kossou au deuxième rang
des meilleurs scoreurs de l'histoire du club. Mais les 2 buts du capitaine n'auront pas suffi et c'est finalement l'Olympique Lyonnais qui s'impose 3-2. Cette défaite des Monégasques permet au PSG de terminer en tête de la Ligue 1. Il remporte ainsi son 12e titre national avant même que le championnat ne soit terminé. En tant que membre du Conseil de l'Europe depuis 2004, Monaco fait partie des 46 pays membres qui participeront à l'élection en juin prochain du nouveau secrétaire général de cette organisation internationale. C'est dans ce cadre que les élus du Conseil national ont reçu l'un des candidats, Didier Reynders. Ce dernier a rappelé l'intérêt qu'il porte pour les institutions monégasques et pour les spécificités des petits États comme Monaco. Le président Thomas Brezo et les élus l'ont remercié pour sa visite et l'ont assuré qu'ils examineront avec bienveillance sa candidature. Depuis ce lundi matin, il est à nouveau possible de profiter de la piscine du stade nautique Régnier 3, mais aussi forcément de toutes les activités et leçons proposées par le complexe aquatique, natation, aquagym ou encore aquabike. Je vous propose d'écouter Arnaud Giusti, chef du service municipal des sports et des associations. À ce sujet, il est au micro de Vanessa Dessy. Aujourd'hui, 29 avril, premier jour d'ouverture de la piscine. On est tous très contents d'accueillir à nouveau nos fidèles clients dans le bassin, qui est un lieu historique et institutionnel de Monaco. L'hiver, on révise l'ensemble des pompes, l'ensemble des machineries. On change un petit peu tout ce qui a besoin d'être changé et qui n'est pas visible par le public, donc tout ce qui se passe sous le bassin. On refait aussi à peu près un tiers à chaque fois du bassin, en carrelage, en joint, pour que les gens ne se coupent pas, ne se blessent pas. Donc chaque année, on refait à peu près un tiers du bassin. Alors les nouveautés, la plus visible, c'est le toboggan. Donc on a changé le toboggan cet hiver. Donc on a un toboggan flambant neuf qui reprend les mêmes caractéristiques que celui des années précédentes, mais qui est un peu plus rapide et beaucoup plus sécurisé. 5 minutes d'ouverture, on avait déjà les fidèles avant 9h qui étaient déjà à la porte d'entrée. Donc c'est un plaisir parce que ça veut dire que les gens aiment bien venir. Toutes les informations, tarifs, planning des cours et horaires sont disponibles sur le site internet de la mairie. Nous vivons une époque où il devient plus qu'urgent de consommer différemment. La gastronomie monégasque est dans cette lignée et désire être plus éthique, plus durable, mais sans oublier le goût. Ce soir, nous nous sommes intéressés au label Écotable qui accompagne justement le secteur de la restauration dans sa transition écologique. Pour nous en parler, Fanny Giancetto, la cofondatrice d'Écotable, est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Écotable est le premier label de restauration durable en France. Sur quels critères concrètement repose-t-il? Eh ben, tout à fait. On s'est créé en 2019. Pour ça, on a mis autour de la table des ingénieurs à Grenoble et on a réfléchi à ce qui était le plus pertinent. On a une démarche holistique, donc ça va être aussi bien l'assiette, mais aussi les autres démarches du restaurateur, les ressources naturelles, l'électricité, les déchets, la communication avec ses équipes, le bien-être au travail qui est un enjeu crucial en restauration. Et dans l'assiette, on va regarder la part du bio, de circuits courts, de locavore, la part de viande dans l'assiette aussi, les poissons, quels poissons sont pêchés, etc. On va vraiment regarder tout ce qui est acheté par le restaurateur pour qualifier ou non en durable et permettre aux restaurateurs ou non d'avoir ce label écotable. Comment vous accompagnez justement ces restaurateurs dans leur cheminement et leur démarche écologique? On a plusieurs façons de les accompagner. En général, on commence toujours par faire une analyse de leur impact parce que souvent les restaurateurs, ils savent pas. Ils ont la tête dans le guidon, ils travaillent énormément, ils savent pas vraiment ce qu'ils font et ce qui a le plus d'impact ou pas. Donc nous, c'est ce qu'on fait, c'est la première chose qu'on fait, on fait un audit environnemental pour leur dire, bon, bah, voilà les priorités, voilà ce qui aurait vraiment du sens et ce qui aurait le plus d'impact en termes écologiques. Et voici les choses qui sont peut-être un petit peu moins prioritaires. Donc, c'est la première chose. Ensuite, on les forme. On forme aussi bien les restaurateurs dans leur restaurant, mais aussi les futurs restaurateurs dans les écoles hôtelières, dans les lycées hôteliers. On les conseille pour ceux qui ont les moyens de dégager un petit budget. On va pouvoir les conseiller de faire un accompagnement sur mesure des restaurateurs. Et enfin, on les aide à mieux s'entourer. On leur donne un annuaire de fournisseurs, des agriculteurs, des éleveurs, des sociétés de recyclage, toute personne qui peut les aider sur ces questions de transition écologique.
Vous fonctionnez sous forme de macaron. Une table peut avoir un macaron pour signifier que le restaurant a entamé sa transition, jusqu'à 3 pour stipuler là qu'il est un exemple en matière de durabilité. Expliquez-nous un petit peu comment ça se passe. Oui, il nous a semblé que c'était important d'inciter le restaurateur à commencer la démarche et qu'il fallait donc pas avoir un cahier des charges tout de suite hyper exigeant. Le premier macaron est quand même suffisamment exigeant et aujourd'hui exclut un grand nombre de restaurateurs, mais quand même, c'est accessible, c'est faisable et donc ça permet de passer dans la transition de un macaron à 2 macarons à 3 macarons. Certains, évidemment, ont tout de suite 3 macarons écotables. Ça a été le cas de Alain Ducasse au Meurice, par exemple, à Paris, mais il y en a plein d'autres qui ont tout de suite la volonté d'avoir 3 macarons écotables. Mais encore une fois, la volonté, c'était d'inciter à aller plus loin. Comment vous effectuez un contrôle pour s'assurer que ces restaurants respectent justement bien le label? On fait un contrôle tous les ans. On vérifie tous les achats du restaurant sur un temps donné. Donc on va regarder, on va vraiment éplucher les factures, on va éplucher les menus aussi pour vérifier qu'on n'a pas d'espèces menacées à la carte, que les saisons sont bien respectées. On va regarder les consommations d'électricité, les consommations d'eau et on va éventuellement, mais pas toujours, venir sur place si on a des choses encore à vérifier qu'on n'a pas pu vérifier à distance. Vous nous en avez parlé il y a quelques instants. Alain Ducasse vous soutient depuis le début. Je crois que vous aviez d'ailleurs été invité l'an dernier aux premières rencontres de la gastronomie durable organisées à Monaco. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous raconter? Tout à fait. On était très honorés de faire partie de ce premier sommet de la gastronomie durable à Monaco. Ça a été un moment fort parce que Alain Ducasse a réussi à réunir un grand nombre d'acteurs très différents. Et même si l'urgence est là et que je l'avais rappelé à ce moment-là, il est peut-être plus temps de parler, mais d'agir concrètement, ça nous a permis au moins de vraiment nous rencontrer, de tisser des liens et ensuite de créer des projets ensemble afin d'aller plus vite sur les questions de transition écologique. Le tout premier palmarès de la restauration durable a eu lieu il y a quelques jours, 5 ans après le début de l'aventure écotable, vous nous le disiez, en 2019. Est-ce que vous êtes en train finalement de construire la restauration de demain? C'est ce qu'on essaye, c'est ce qu'on a essayé de démontrer lundi et je crois qu'on a réussi à le démontrer. On a fait venir plus de 500 acteurs de la restauration à Paris. On a décerné en effet des trophées, 14 prix à ceux qui vraiment se distinguent. Et on a fait un palmarès parce qu'on ne voulait pas mettre en avant que 14 restaurants, mais on a fait un classement par catégorie de ceux vraiment qui se démarquent et qui méritent d'être connus sur ces questions-là parce que c'est pas facile au quotidien. Aujourd'hui, c'est toujours plus cher d'être engagé que de ne pas l'être. C'est pas toujours perçu par les clients, alors que c'est des restaurateurs qui mettent tellement d'amour dans leur cuisine et qui travaillent tous les jours pour nous nourrir dans le plus beau sens du terme. Donc vraiment, ce qu'on voulait mettre en avant, c'était ces femmes et ces hommes qui travaillent au quotidien pour nous. Merci beaucoup à vous, Fanny Jansetto, d'être venue nous parler du label écotable sur Monaco Info. Merci à vous. 2 artistes de réputation internationale se sont produits hier soir à l'Auditorium Régnier 3. Alexandre Kantorov au piano et Sergueï Khatchatrian au violon étaient réunis pour la toute première fois en duo dans un récital. José Sacré et Thomas Deus vous font découvrir ce spectacle. Ce mois d'avril 2024 aura été un mois de découverte pour les mélomanes fidèles de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo. Avec le 14 avril, pour la première fois à Monaco, un jeune génie de la direction d'orchestre, Tarmo Peltokovski, et ce dimanche 28 avril, le premier récital en duo de 2 solistes de réputation internationale, le violoniste Sergueï Khatchatrian et le pianiste Alexandre Kantorov. C'est Didier de Cotigny qui a eu l'idée de les réunir. Je pensais que ça pouvait faire un mélange détonnant d'avoir les deux ensemble. Parce que Sergueï joue en général presque toujours avec sa sœur et Alexandre joue avec d'autres personnes. Et un jour, j'ai posé la question à Alexandre, je lui ai demandé connais-tu Sergueï Khatchatrian? Ah oui, oui. Et tu aimes? J'ai dit ah oui, oui. Et il me dit oui, oui, j'aime beaucoup. Il a un son, une manière de jouer qui me plaît beaucoup et tout ça. Et je lui ai dit, ça te dirait de jouer avec lui? Ah bah oui, pourquoi pas. Et donc j'ai posé la même question à Sergueï. Et il m'a dit, oh je l'ai entendu et tout ça. Oh là là, j'adorerais essayer
un concert avec lui, parce que vraiment, j'adore son son, j'adore sa manière de jouer. J'ai dit, écoutez, essayons. Alors, et donc, on a fixé ce concert et ce programme. Sergueï Khatchatryan et Alexandre Kantorov ont été parfaits. Le public a été conquis. Nul doute que ce nouveau duo se retrouve pour d'autres moments musicaux d'exception. Je vous propose à présent de retrouver votre rubrique « Ceux qui font à Monaco ». Dans la lignée de notre invité sur le label Écotable, nous voulions vous parler ce soir d'une enseigne qui propose de nombreux produits plus green, plus responsables en principauté, Christinda. Oui, aujourd'hui je vous retrouve en bas de la rue Grimaldi devant une petite boutique qui a ouvert ses portes il y a maintenant 2 ans de cela. The Organic Shop, c'est son nom. Et vous savez pourquoi on est là? Parce que le naturel, ça fait du bien. On est là depuis 2021. L'idée est née de combiner tout ce qui est produits biologiques et naturels avec les produits au quotidien haut de gamme. On voulait un peu donner aux gens de la Principauté quelque chose de nouveau et un petit point de retrouvailles pour tout ce qui est produits haut de gamme, notamment du miel, du chocolat. On a aussi beaucoup de thé avec palais d'été, on a de la belle-illoise, de la boîte de conserve, une belle cave à vin et des produits frais. On a en hivernal beaucoup de thé et les boissons estivales, le kombucha par exemple. Après vraiment on essaye de se repérer au maximum par rapport aux clients. Donc si vous avez des demandes particulières, il n'y a pas de souci, on peut les exaucer. Et également, on est très fort toute l'année, mais surtout pendant la période de fête, pour ce qui concerne les paniers gourmands, donc les paniers cadeaux. Tout est fait sur mesure. Si vous avez besoin d'un panier, que ce soit petit ou grand, on peut vous le créer à vos demandes ou aux demandes de vos proches. Évidemment, on fait les salons, on fait les marchés, on essaye de voir un maximum avec nos producteurs qu'on a déjà dans nos carnets d'adresses, de trouver d'autres marques ou d'autres producteurs qui puissent être quelque chose, une nouveauté en principauté. On travaille avec des grandes marques comme Palais d'été qui est très connu, on est revendeur en principauté, ou alors la belle-illoise comme j'ai déjà dit tout à l'heure, mais également des petits producteurs locaux, que ce soit du miel qui vient de Sospel, ou alors des produits frais qui arrivent de la région. Et puis sachez que l'enseigne a développé aujourd'hui sa propre bière, la Organic Shop Beer, une bière 100% naturelle, 100% de chez nous puisqu'elle est brassée à Montsartou. Merci à vous Christinda de nous avoir fait découvrir cette adresse qui prône le goût du naturel à Monaco. Le point sur vos prévisions météo, c'est tout de suite aux côtés de Vanessa Dessy. Et une chose est sûre, en ce moment, la météo joue avec nos émotions. Un coup oui, un coup non, un coup du soleil, un coup des nuages. Bonsoir à vous Vanessa. Bonsoir Julia, bonsoir à tous. Après une journée printanière avec un soleil généreux, quelques nuages sont prévus ce mardi. Les températures seront légèrement en hausse, elles évolueront entre 17 et 22 degrés et nous fêterons la Saint-Robert. Et j'ai le plaisir de vous informer que de nouveaux épisodes du podcast de Monaco Info sont disponibles. Stéphane Valéry, le président délégué de la SBM, et le joueur de la Roca Team Yacouba Ouattara sont au micro de Geneviève Berthy. Leurs témoignages sont en ligne sur toutes les plateformes de podcast. À l'occasion de la Journée mondiale de la danse, nous vous proposons ce soir sur Monaco Info à 20h30 un magazine inédit sur les ballets de Monte-Carlo. Alors que la compagnie vient de terminer ce week-end son programme To The Point au Grimaldi Forum, Alexandra Pani vous propose de suivre les danseurs lors de la dernière étape de leur tournée américaine en Californie. Elle vous emmène au cœur des coulisses de leur spectacle à Costa Mesa. Rendez-vous donc ce soir pour la toute première diffusion. Pour ma part, je vous propose de refermer ce journal en se remémorant des beaux souvenirs, ceux du concours de bouquets qui avait eu lieu en Principauté il y a 20 ans. C'est Charlie Gallo qui vous propose cette série de photographies poétiques et fleuries. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain, le mardi 30 avril, pour de nouvelles actualités en Principauté. Passez une très bonne soirée comme d'habitude sur notre antenne.